Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Voilà, nous sommes donc jeudi et comme à l'accoutumée, on va commencer notre émission. Ce soir, je commence par présenter Lydie Luce Véronique Bouisset. Bonjour Lydie. Bonjour. Ça va bien depuis la dernière fois? Oui, ça va bien, ça va très bien. Et quand tu as rencontré des gens dans la rue, ils t'ont dit qui ça va y faire là, Évidemment, dès le lendemain, oui. Évidemment, j'ai rencontré des personnes qui suivent l'émission. Approche-toi un peu du micro. Qui suivent l'émission, Ouais. ce qui est une excellente chose. D'accord, ça Parce t'a que pas c'est quand même un découragé? lieu- Ils ne sont pas découragés de Non, pas venir? du tout, D'accord. pas du tout. J'ai eu que des retours plutôt positifs, toujours positifs. D'accord. C'est un lieu de débat où il n'y en a pas beaucoup, où on a le temps d'échanger, de discuter, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais ça permet de savoir un petit peu d'autres personnes qui ne sont pas spécialement sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qu'ils pensent, parce que je pense qu'il y a en Martinique beaucoup de personnes qui pensent sur différents sujets, et c'est Bien. une opportunité que Zouk TV nous donne de présenter nos points de vue, nos opinions, nos convictions aussi politiques. Très bien. Merci beaucoup, Lydie. Donc, tu es aussi, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas encore dit, que tu es rédactrice en chef Du journal Le Progressiste. Progressiste. Alors, peut-on espérer avoir la première page qu'on puisse présenter à l'antenne? Alors, le Progressiste n'est plus présenté sous une forme papier, c'est présenté sous une forme numérique. Donc, D'accord, mais ça, par contre, on ne pourra pas montrer. Il voilà. faut nous envoyer D'accord, donc, je vais noter un les mail adresses. ou voilà, je vais te donner les adresses, comme ça tu nous envoies et au moment où on te présente, on affiche Tout à fait. comme on fait pour Michel, D'accord. le boss de justice. Très bien. D'accord. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être avec En tout cas, nous. c'est moi. À côté de toi, donc Michel Boinchy. Bonjour Michel, rédacteur en chef du journal Justice, qui a 100 ans. Il y a 100 ans, exactement, nous sommes en 2024, qui a Après ça, 104 Dominico. ans. 104 ans. Donc, effectivement, c'est un. Tu peux te rapprocher. C'est quand même un exploit. Je m'auto-congratule, c'est un exploit dans notre pays de longévité. Et c'est le journal le plus vieux de la Caraïbe, et c'est même le journal communiste le plus vieux de toute l'Amérique latine. Ah oui. D'accord. Voilà. Donc, Non, mais félicitations. Mais oui. voilà. Alors nous avons... l'anniversaire est tombé en plein pendant la période Covid. Ouais. On voulait faire quelque chose ouais, je me souviens. de grandiose. On a été obligé de rabaisser. On avait reçu d'ailleurs le soutien de la collectivité territoriale de Martinique ainsi que de la DRAC. Oui. Par la DRAC avait considéré que le La journal DRAC, Justice ce sont était... les affaires culturelles, Ouais, c'est l'État, quoi. l'État. Que c'était un patrimoine de la Martinique. Bien. C'est à ce titre, Bien sûr, et quand non on- pas sous l'aspect politique. Quand on pense que c'est le journal d'André Aliquer, quand même. Ah, tu bien, vois. bien sûr. Non, mais, C'est un patrimoine. ouais. Alors, Et vous avez déjà entendu la voix de Christian Ursulé qui est avec nous aussi ce soir. Merci beaucoup, Christian. Mais bonjour, je suis content de vous retrouver, périodiquement, pas à chaque fois, mais quand je C'est peux et réciproque. quand vous pouvez. C'est réciproque. Ça permet de rehausser un petit peu nos débats. Hein. Donc, ta présence est toujours très, très appréciée. Merci Alors, beaucoup. ces jours-ci, ça continue. Le débat sur la vie chère à la Martinique continue peut-être sous une autre forme. Le AirPrac, ils ont été en Guadeloupe pour voir avec les Guadeloupéens s'ils pouvaient s'unir dans ce combat. Il y a eu un petit problème avec Elido Monta et le AirPrac qui ne se sont pas forcément entendus sur la forme. Hein. Mais en tout cas, ça continue et on voit tous les jours qu'il y a des voitures brûlées, des ronds-points. Alors, jusqu'où vous pensez qu'il faudra aller pour que ça s'améliore, que ça s'arrange? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au boutisme pour que l'État puisse faire un pas en avant? Comment ça peut se régler, cette histoire? Tu te tournes vers moi. Non, mais tout le monde donnera son opinion. À mon avis, j'ai entendu ce matin un avis que je partage,
celui du député Marcelin Nadeau. Marcelin Nadeau, bon, a été quand même assez prudent dans ses propos, mais enfin, il a quand même condamné les violences. Alors, il n'a pas dit comme moi. Moi, je dis carrément que, je le dis très clairement, en tant que militant communiste, les violences, sauf dans des cas extrêmes, ne servent pas la cause de la classe ouvrière. Ouais. Bon. Il n'a pas dit dans ces termes. Mais il a dit, il faut absolument que l'État prenne la mesure de la situation et prenne les mesures qu'il faut. Il faut continuer le dialogue. Il faut continuer le dialogue. Il y a des gens qui ont signé le protocole, d'autres qui n'ont pas signé. Il faut tenir compte de cette situation. Il faut donc continuer la discussion. Bon. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas dans une situation de ce type, il n'y a pas d'autre solution que la discussion démocratique. La discussion démocratique. Bien. Bon. Par conséquent, je résume son intervention. D'autre part, il a fait des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Bon. De ce point de vue-là aussi, la solution des problèmes qui sont posés, en grande partie, on a mis du temps à s'en rendre compte, en grande partie dépendent de décisions de l'État. Tout à l'heure, nous parlions, je ne vais pas monopoliser le crachoir, tout à l'heure, nous parlions en aparté tout à l'heure, de la baisse de la TVA. Une mesure qui est demandée d'ailleurs, qui était dans le programme du nouveau Front populaire. Ok. La baisse de la TVA est une mesure. Par contre, il y avait une mesure dans le programme du nouveau Front populaire qui était le blocage des prix qui n'a pas été décidé. Mais le nouveau Front populaire avait donc proposé la baisse de la TVA. La baisse de la TVA ne peut pas être décidée par le préfet ni par le président du conseil exécutif. La baisse de la TVA doit être votée par l'Assemblée nationale et par le Sénat, par le Parlement français. Et en plus, en tenant compte des dispositions de l'article 349 du traité européen qui nous place dans la situation de région ultra-périphérique. Donc, je ne vais pas faire de juridisme. Non, mais si tu permets, je salue l'arrivée de Karine Thérèse qui nous a rejoint. Problème avec les embouteillages à la Martinique, c'est le lot de beaucoup de personnes en ce moment. N'est-ce pas. Voilà, Je vous prie de m'excuser de mon retard. Merci d'avoir patienté. Puis, je suis ravie de vous rejoindre. Très bien, merci beaucoup. Alors, Michel, j'entends ça, mais le gouvernement, en la personne du ministre de l'Outre-mer, semble dire que, bon, il n'est pas encore prêt à venir à la Martinique. Hein. Non, alors justement, je disais tout à l'heure en venant ici, j'ai pris Radio Caraïbe, et Radio Caraïbe a indiqué que le préfet vient d'annoncer que le ministre va venir. Bien, bonne nouvelle. Donc, par conséquent, personnellement, sur cette question-là, j'avais une opinion un peu inverse, mais enfin bon, mais ceci dit, il faut être logique. Si nous disons une grande partie des mesures qui sont contenues dans le protocole, que nous allons voir en détail tout à l'heure. C'est une grande partie des mesures ne peuvent être appliquées qu'avec une application de l'État et des décisions de l'État. Bon, et certains, et puis pour après. Bien. Pour après. Bon. Donc, alors, Lydie, ton opinion sur tout ça, sur comment va-t-on arriver à... Je voudrais d'abord dire deux choses. D'abord sur le climat actuel et
la violence. C'est vrai que cette violence qui a commencé depuis un certain temps, ce qu'on observe quand même, c'est que, encore une fois, c'est la population les plus démunies, qui ne peuvent pas se déplacer, les femmes. Donc c'est une situation, les maisons brûlées, là, c'est quand même beaucoup cette tranche de la population qui est déjà en difficulté, et c'est cette tranche qui est relativement, vraiment atteinte par ces violences-là. Et c'est vrai que nous sommes dans un pays, si nous disons que nous sommes un peuple, on veut faire peuple, je crois que c'est par le dialogue, par la discussion que l'on peut avancer. Si on veut vraiment avoir un avenir pour la Martinique, je ne crois pas que c'est la violence qui pourra nous aider à résoudre les problèmes. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on apprenne à mieux nous écouter, parce qu'actuellement, on voit que on est partisan, on appartient à un parti politique, on a une vision, on a une pensée. Mais il faut quand même poser les problèmes et arriver entre Martiniquais à discuter des problèmes du pays. Moi, je crois que vraiment, c'est la seule solution pour sortir de ce climat et aussi, surtout, de projeter la Martinique. Parce que je ne veux pas anticiper. Il y a un protocole qui a été signé, certes. Ce n'est que pas. Je pense que tout le monde, en tout cas, je l'ai interprété comme un pas. Ça a été dit comme un pas. Ce n'est pas simplement la baisse de produits qui va changer le modèle économique qui existe depuis des siècles. Cela veut dire que le Martiniquais est appelé à réfléchir sur le vrai modèle économique qu'il souhaite pour son pays. Bien. Christian, ton avis sur la situation actuelle? Moi, je rejoins les deux collègues camarades qui viennent d'intervenir. C'est-à-dire que la situation qu'on connaît et qui est loin d'être terminée, quoi, et qui peut aller dans un sens comme dans un autre, elle est quelque part dramatique. Bon, d'abord, comme vous, je profite de l'antenne pour dire qu'il ne faut pas confondre lutte populaire avec des revendications justes, éminemment justes. En fait, des revendications, un sujet éminemment juste, comme étant le sujet de la baisse des prix qui asphyxie les familles, il faut le dire, et pas seulement les familles pauvres, les familles qui ont des revenus normaux, on va dire, souffrent de cette situation-là. Et donc ça, c'est pas possible. Et donc on sait pour aujourd'hui, avec les débats, d'où ça vient, pourquoi, comment, etc. Et on voit très bien, on dessine même ceux qui n'ont pas de formation économique, ceux qu'il faut en tout cas attaquer comme organisation structurelle de la société, de l'économie, pour que les choses changent vraiment et durablement. Bon, donc ça, ok. Mais il ne faut pas confondre dans un mouvement de base qui a un objectif louable, et puis les formes, pas seulement les formes de violence, mais les formes sectaires, disant c'est moi qui, c'est moi je, c'est nous qui allons, tous ceux qui viennent avant n'ont pas su faire, 2009 c'était de la connerie, nous avons la science et nous saurons comment faire, et, etc. Donc ça c'est une prétention et une posture qui n'est pas correcte du tout, de ne pas reconnaître la valeur des anciens, non seulement des anciens, mais des organisations syndicales et populaires sans lesquelles il n'y aurait rien eu à la Martinique, où nous serions toujours dans la pauvreté extrême. Et donc il faut avoir l'humilité de dire que ce qui s'est fait avant, et même 2009, ça a été exceptionnel. Même si, évidemment, avec le recul, c'est facile de le dire, ils se sont trompés, mais enfin, fallait le faire et puis suivre. Bon. Donc aujourd'hui, on peut tirer les leçons de 2009 et faire différemment. Donc je dis ça déjà. Deuxièmement, je pense que le fait de ne pas condamner fermement les violences d'une bande de malfrats qui mettent le feu, qui font fermer des entreprises, plus d'une centaine d'entreprises, et plus de 1000 salariés, si j'ai compris, ça n'est pas du tout dans l'optique de mouvement social progressiste qui ne touche pas en général à l'outil de travail et qui ne met pas des pères et des mères de famille encore plus en difficulté qu'elles le sont, et qui ne prive pas les enfants martiniquais de voir leurs parents partir au travail le matin et revenir avec un salaire. Donc ça n'est pas normal, ça n'est pas admissible, et je le dis tout à fait. Donc la porte de sortie, puisqu'on était sur ça, l'avenir, me paraît extrêmement difficile.
à cause de ces éléments préalables, à cause de la manière dont le problème a été posé, à cause du fait qu'il manquait probablement une certaine expérience. Parce que dire, on voudrait, ce qui me semble juste, moi, que la baisse des prix soit sur l'ensemble des prix des produits à la Martinique, pas seulement des produits alimentaires, ça me semble juste, ça ne veut pas dire tout de suite, partout, tout le temps. Ça ne veut pas dire ça. On peut très bien dire, c'est ça notre objectif, mais on sait très bien qu'une fois que ça a été signé, il faut ouvrir des chantiers, comme tu as dit. Et à mon sens, il y a forcément 5 chantiers qui sont ouverts de facto si on veut aboutir à cette perspective de réduire les prix sur l'ensemble des produits. Il y a un chantier, comme tu as dit, outre-mer, financement des collectivités locales, impact sur les collectivités locales. Il y a un chantier TVA, et ça veut dire, comme tu as dit, loi de finances rectificative, ça veut dire loi, ça veut dire décret, ça veut dire un débat au Parlement, au Sénat, c'est impératif que l'on veuille ou non. Ceux qui pensent qu'il faut que le ministre vienne participer aux négociations et puis signe sur un bout de papier, j'octroie les zéro outre-mer, c'est de la naïveté ou de la puérilité, enfin c'est vraiment de la méconnaissance de la société dans laquelle on vit, quoi. Donc il faut un peu de réalisme et puis de responsabilité pour savoir que quand on lance un mot d'ordre dans un mouvement social, il faut être capable derrière d'assumer le mot d'ordre. Donc il est faux de le présenter comme il a été présenté. Ça ouvre le chantier aussi du POSEI, de la réforme des financements européens en Martinique avec les priorités. Je ne dis pas dessus. Ça ouvre au 4e le chantier des terres, de comment on constitue les terres pour qu'il y ait une production locale au service de la population et en aidant les agriculteurs, etc. Et ça ouvre aussi le problème, le chantier, le 5e, du commerce avec la région Caraïbe et tout ça. Donc vous imaginez, pour aboutir à la revendication de baisse des prix sur l'ensemble et de façon durable, ça ouvre immédiatement 5 chantiers. Donc on voit bien qu'on ne peut pas y arriver parce que le ministre, qui ne sera pas là demain matin d'ailleurs, on ne sait pas des îles, et là encore pour quelques semaines ou quelques mois, aura signé un morceau de papier. Donc il faut arrêter. Donc, je dis justement ça parce que je regrette qu'il n'y ait pas eu, disons, la recherche de fronts unitaires avec des gens expérimentés qui pourraient enrichir le débat, enrichir la négociation et ne pas se faire avoir sur l'ensemble des perspectives. Karine, voilà, qu'est-ce qu'on était au début. Oui, vous parliez du protocole. On parle pas encore le protocole. Non. Le protocole, c'était juste le début sur la violence, sur la manière dont les choses se passent. À quoi va-t-on arriver? Est-ce qu'on aura gain de cause? Est-ce que l'État va reculer? Est-ce que l'État va avancer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si jamais il y a quelqu'un, parce que maintenant on tire à l'arme réelle, des balles réelles, donc en espérant qu'il n'y aura personne de blessé ou de mort pour que ça porte pas dans tous les sens. Ce serait une catastrophe. Ce serait une catastrophe. On en était là, donc à toi. D'accord. Écoutez, j'entends toutes les remarques qui ont été stipulées. J'entends également que les Martiniquais n'en peuvent plus des prix qui sont appliqués, qu'il était plus que temps de réagir, que vu de l'extérieur, parce que quand on regarde comment ça se passe dans le monde entier et qu'avec les mobilisations actuelles, le regard que les autres ont de ce qui se passe en Martinique avec toutes les révélations les unes après les autres pour décortiquer notre modèle économique et notre système, le monde entier se demande comment est-ce qu'on a fait pour tenir jusque-là. Le monde entier se demande comment se fait-il qu'une poignée d'oligarques mène la barque et que l'État suive gentiment. Le monde entier se demande comment est-ce que les Martiniquais ont fait pour ne pas faire une guerre, parce que ce sont des mots qui ont été employés, parce que nous sommes regardés du monde entier. Donc, c'est bien d'avoir un discours égocentré, de se dire oui, mais en Martinique, ça se passe de telle et telle manière, par-ci, par-là, machin. Mais en réalité, le système n'est plus tenable. Le système que nous avons économiquement n'est absolument pas cohérent. On n'a jamais vu ça ailleurs dans le monde. Donc, au bout d'un moment, en tout cas, notre situation est inédite avec tous ceux qui contribuent à l'identité de cette situation-là. Pas du tout. Et pourtant, oui.
Et pourtant, oui. Et par conséquent, quand on freine les initiatives des citoyens qui veulent développer une autre forme d'économie, parce que les monopoles auxquels nous sommes assujettis font que même quand on prend des initiatives, elles sont freinées. Avec la participation, la contribution, la corruption, tout ce qu'on veut, de nos élus, qu'ils soient locaux ou nationaux. Donc, ça a le mérite de soulever une violence structurelle et financière depuis toujours que nous subissons. Ça permet de relever de grosses inégalités, de faire le point sur les lois qui font de nous des Français à part, et puis aussi qui vont permettre peut-être aux Martiniquais, au fur et à mesure, de se rendre compte que c'est maintenant ou jamais qu'il faut prendre part. Mais comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Oui. Quelle est la solution là après 3 mois? À toutes les bonnes personnes qui ont des solutions bien construites et bien faites, je les incite à contribuer au système et à contribuer au débat. J'ai été à la table ronde il y a 2 semaines dans le cadre des propositions que j'avais faites par rapport à la santé. Donc on m'a demandé d'intervenir. J'ai replanté un petit peu le décor par rapport aux statistiques de la santé avant, pendant Covid et après. J'ai fait part d'un certain nombre de problématiques très sérieuses, très très sérieuses concernant le lien entre l'alimentation et la santé. Par rapport aux statistiques que nous avons, d'ailleurs nous avons plus de 500 nouveaux cas de cancer invasif en Martinique par an. Nous avons entre 13 et 15 cas de cancer d'enfants, de nouveaux cas par an. Et donc, par conséquent, la santé au sein des débats de l'alimentation était primordiale. Et donc, du coup, j'ai fait une dizaine de propositions. Et j'ai été très bien écoutée par les membres de la CTM, quelques membres parlementaires également. Par tous ceux qui étaient autour de la table, il n'y avait pas que les gens de la CTM. Ils étaient tous là. Après, les grands distributeurs, ils étaient moyennement sensibles aux questions de la santé, mais ce qui m'a le plus, pour être très sincère, comme je le suis d'habitude, on me le reprochera toujours, mais ça reste une caractéristique majeure chez moi. Aussi, n'est-ce pas? J'ai eu affaire à monsieur le préfet qui soit est en train de jouer avec son portable, soit est en train de rigoler dans le coin de son bras. Bon, voilà, on doit aussi T'as pas eu dénoncer... l'impression d'avoir été écouté par certains? Ah non, mais monsieur le préfet est absolument insolent. Il déshonore la fonction, il déshonore les euros qu'on investit pour lui, pour qu'il représente l'État au sein de la Martinique. Vraiment, c'est d'une insolence majeure. Cependant, il y a beaucoup d'énergie qui a été investie lors de ces débats, mais on a tourné autour de beaucoup de choses, mais on ne sait toujours pas ce que cachent les comptes qui ne sont pas publiés. On ne connaît toujours pas les marges arrière, alors que c'est ce qui devrait être privilégié dans les négociations, puisque l'État, les collectivités sont prêtes à faire des efforts, l'État est prêt à faire des efforts. La grande distribution, comment peut-on mesurer les efforts de la grande distribution si on n'a pas de support? On serait aux États-Unis. Le document a déjà été réquisitionné. On va parler de ça, justement. L'État devrait prendre, Michel, faire des contrôles plus sérieux, plus sévères peut-être, plus rigoureux. Oui, alors, effectivement, la carence numéro 1. Donc là, on parle des différents points, c'est ça? Oui. Alors, je fais une note pour justice sur une analyse du fameux protocole d'objectifs et de moyens. Alors, je ne rentre pas dans le débat. Est-ce que c'est un protocole d'accord, un protocole d'objectifs et de moyens? Ce sont des débats sémantiques. Personnellement, je dirais même que les débats juridiques d'expérience, souvent, sont des débats qui pour masquer le fond. Bon. Alors, l'appréciation qu'on peut porter sur ce protocole, c'est un pas qui a été fait.
et qui mérite beaucoup d'autres pas. Voilà. Il y a un certain nombre d'engagements, notamment de la part des acteurs économiques, qui ne sont pas des obligations. C'est des... Bon. Et pour que, par exemple, il est dit quelque part que les marges des produits autres que ceux pour lesquels il y a la baisse ne devront pas être excessives. Parce que l'objection, on dit, vous baissez les prix d'un certain nombre de produits, les 7000 produits, mais ils vont se rattraper sur les autres. Le prix. Bon, alors qu'est-ce qui est dit dans le document? Eh bien, il s'engage à ne pas prendre des marges accessibles. Bon, mais on ne dit pas quelle marge. Et je rejoins ce que dit madame. Le point 18. Bon, Aucune marge c'est quoi une marge accessible? sur quel l'ensemble des niveau produits de l'alimentation. Bon, Sachant que les 7000 produits qui ont été sélectionnés, pour beaucoup, font partie de la catégorie malbouffe. bon. Pourquoi Bon, ça, c'est un autre problème. Bon. Le problème, c'est que la consommation de la Martinique est ce qu'elle est, aussi bien en France qu'ailleurs. Hein. Bon. Et par conséquent, corriger la malbouffe, c'est autre chose. C'est un autre problème. Bon. Bien. Et ceci dit, je termine ce que je voulais dire. Ce qui manque dans ce document, c'est de dire, nous allons mettre à plat la formation des prix et le niveau des marges qu'il y a en Martinique, et nous allons réglementer les marges. C'est ça qu'il faut faire. Bon, autrement dit, il y a un pas, on a mis le doigt sur un certain nombre de problèmes. Bon, mais bon, je prends un exemple. Et je ne vais pas aller plus loin. Le point numéro 22 du document. L'État s'engage à renforcer la transparence sur les prix et les marges des importateurs et des distributeurs. C'est très bien. C'est très bien de se rendre compte qu'il y a un manque de la transparence. Bon. Il saisira à cette fin l'autorité de la concurrence, renforcera les contrôles effectués par les services régionaux de l'État ainsi que les moyens de l'Observatoire régional des prix, des marges des revenus. Mais c'est là qu'il y a l'engagement et il n'y a pas la mesure. La mesure, ce serait quoi? Ce ne serait pas de dire renforcer les contrôles, puisque à l'heure actuelle, je rentre un peu dans la technique, l'organisme qui a hérité des anciennes compétences du contrôle des prix s'appelle la DITS, la direction de l'entreprise, de l'économie, n'est-ce pas, de l'emploi, du travail et des solidarités. Eh bien, cette direction n'a plus le pouvoir d'investigation qu'avait l'ancienne DGCCRF. Et je réponds à une demande d'une auditrice. Elle n'a plus le pouvoir dans l'ancienne DGCRF, c'est-à-dire d'investiguer et de se mettre, d'envoyer des agents assermentés chez M. XY, je ne vais pas donner le nom. Monsieur, quelles sont vos marges arrières, etc. De façon à établir quelles sont la réalité des marges. Et à partir de cette photographie, de dire au préfet ou au gouvernement, vous allez prendre un arrêté, et vous allez fixer un coefficient multiplicateur sur le prix de revient d'importation. Le prix de revient d'importation, par exemple, du riz, vous n'allez appliquer que 12% et non pas 25%. C'est ça. Donc voilà. Donc, j'ai pris cet exemple, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Et puis, il y a ce qu'a dit tout à l'heure. Donc, c'est des mesures immédiates. Bon. Quant au modèle économique de la Martinique, je m'excuse, le modèle économique de la Martinique est le même dans tous les pays de la Caraïbe.
tous les pays de la Caraïbe ont calqué leur économie sur un système qui s'appelait auparavant le système de l'exclusif. C'est-à-dire, ils dépendent de l'importation des produits de leur métropole. Même des pays actuellement indépendants, je prends l'exemple de la Barbade, à 90%, Ils dépendent de l'Angleterre. dépendent de l'Angleterre et malheureusement et surtout des États-Unis. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le colonialisme anglais a été évincé, mais l'impérialisme américain a pris la place. OK? Bon, alors, donc, il y a une j'invite d'ailleurs les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cet aspect des choses, sur la dépendance des petites économies insulaires, leur modèle économique en matière de prix, à consulter une étude de notre ami Jean Couzol, agrégé d'économie. Et Jean Couzol vient de sortir il y a une semaine une étude qui est publiée dans un numéro spécial de la revue Antilla, où il explique, bon, on retrouve le même modèle à Hawaï, on retrouve le même modèle à Trinidad. Donc par conséquent, le modèle de dépendance et des prix qui dépendent de l'importation, avec, sur le plan local, parce qu'à partir d'une petite économie, vous avez des monopoles, des oligopoles qui se constituent. Très bien. Voilà. Alors, Lydie? Alors, par rapport à ce qui y a été dit concernant ce protocole, je l'ai lu assez attentivement et je pense que je ne suis pas du tout généralement de la sémantique, mais à mon avis, c'est quand même intéressant de bien voir la définition d'un protocole tel quel et ce qu'on appelle un protocole d'objectifs et de moyens. D'accord. Et la différence entre les deux, ce protocole d'objectifs et de moyens, ça veut dire qu'il n'est pas encore complet, mais en tout cas, on a un certain nombre d'engagements précis et on a en quelque sorte dans ce type de protocole le fait que ces personnes qui s'engagent, ils doivent trouver toutes les ressources financières, toutes les ressources humaines, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir respecter cet engagement. Parce qu'en fait, sur un problème de la vie chère et des produits, j'entends parler des marges, il y a des marges, mais il n'y a pas seulement des marges. Dans le calcul qu'on propose, c'est un calcul qui est plus sur un différentiel général. Un différentiel d'un prix d'un produit en métropole pour arriver à un produit en Martinique avec un taux de 15 à 20%. Voilà, c'est un différentiel. Après, pour obtenir ce différentiel, il y a effectivement les marges, mais on sait que dans le prix de produit, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, il y a les marges, mais il y a aussi la partie du transport où l'État intervient aussi. Donc ça a été simplement aux marges. C'est un calcul qui était un calcul global qui parle sur un différentiel de prix entre un produit que je vais acheter dans un supermarché dans l'Hexagone et le prix de ce même produit en Martinique. Par ailleurs, j'ai entendu, bon, je vais continuer par rapport à un rapport que j'ai lu récemment, ce problème de la vie chère est bien étudié, hein, c'est bien documenté. Et lorsqu'on regarde le panier de la ménagère, on sait précisément, parce que le différentiel de prix est énorme pour la nourriture, ce n'est pas le même différentiel actuel, hein, avec pour d'autres types de produits. Et lorsque l'on regarde ce qui crée cette surcharge pour tout le monde, on se rend compte qu'effectivement, ce sont surtout les produits alimentaires. La vie est chère, tout est cher, mais particulièrement l'alimentation est excessivement chère, et d'ailleurs, c'est là-dessus que l'on fait les bénéfices. Ensuite, concernant ces produits, et je pense que chacun de nous l'a constaté, tous les produits que nous mangions facilement en Martinique, c'est ce qui a augmenté le plus. La queue est devenue chère, la morue est devenue chère, le riz est devenu cher. Ça veut dire que tout ce qu'on est obligé d'acheter régulièrement, c'est là qu'on a le taux
quand j'observe, et que ceux qui ont fait ce travail l'ont observé aussi, on observe que ce sont sur une catégorie de produits. Je ne dis pas que les autres ne sont pas chers, mais manger tous les jours en tenant compte de nos habitudes alimentaires, on est taxé sur tout ce que généralement on mange dans ce pays, encore plus taxé que d'habitude. Bien. Et concernant la malbouffe, ces choix de produits qui ont été faits, ça n'a pas été fait par des politiques. Ça a été fait avec l'aide de, je n'ai pas les références là tout de suite, mais on pourra en parler une autre fois. C'est un choix de produit qui a été fait avec l'aide de personnes, de diététiciens, etc., de personnes qui validaient effectivement sur la nourriture. Donc ce qu'on propose aux Martiniquais, c'est, si on parle de pâtes, c'est toutes les pâtes, quelles que soient les marques. La malbouffe, c'est quoi concrètement? La malbouffe, c'est quoi concrètement? Les produits qu'on a, parce que les produits qu'on a proposés, ce ne sont pas des produits de malbouffe. Et j'ajoute tout de suite que il y a un certain nombre de produits qui ont été choisis, hein, voilà. Ce n'est que pas, parce que je lis dans le protocole que dans le préambule, je vois le point B, agir, c'est faire baisser les prix sur un certain nombre de produits, 6 000, mais je vois en grand B, agir en faveur de la baisse des prix de l'ensemble des produits de l'alimentation. Donc, ce n'est qu'un protocole d'objectif qu'il faut... Il peut être amendé. Il faut amender. Le but, c'est ça aussi, d'arranger, parce qu'il y a des textes de loi, il y a tout un nombre de choses, et dans un protocole, on ne pourrait pas encore déjà écrire toutes ces choses-là. Okay. Alors, j'entends, hein, je suis très attentif à ce que notre camarade dit. Je pense que tout le monde l'entend, on discutera autour de ça pour voir, mais c'est un travail, je même tiens à dire, qui est mené depuis très longtemps. Hein, parce que le camarade Alexandre Montradur, ça fait plus de 2 ans qu'il travaille sur ce sujet-là. Montano. Depuis plus de 2 ans. De la CTM. À la CTM. D'accord. Donc on a vraiment étudié les mécanismes avec Johnny, Aja, etc., pour voir effectivement qu'est-ce qu'on pouvait faire de concret pour faire diminuer les prix. Mais c'est un phénomène qu'on ne peut pas faire, c'est une action qu'on ne peut pas faire d'un seul coup. Parce qu'il y a des lois, il y a des textes, on est dans un État avec une législation particulière. Christian ? Bon, ça, c'est un débat qui est extrêmement difficile, quoi. Et vraiment, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, c'est un débat difficile, même techniquement. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui travaillent dessus depuis des années, qu'Ajar a fait un boulot extraordinaire, énorme, que Ventadoun travaille dessus depuis 1 an, etc. La question, c'est où on veut aller et ce qu'on veut faire. Au fond du fond. Parce que, soit... on ne veut pas trop perturber la société martiniquaise, tout en satisfaisant un peu, quand ça commence à grogner sérieusement, les masses populaires, et on fait une réforme, oui, on avance, il y a du progrès, quoi. Mais on va fatalement retomber dans la difficulté au bout d'un certain nombre de temps, au bout d'un certain nombre d'années. Si on ne veut pas bouleverser vraiment les choses. Je ne débat pas sur comment il faut bouleverser, pas bouleverser, sur les méthodes, etc. Je dis qu'il faut savoir où on veut aller vraiment. Parce que le protocole, parce qu'on y est sur ce qui se fait, ce qui est proposé, il est proposé pour les hypermarchés une suppression de la TVA pour 54 familles de produits, environ 5 000. L'octroi à TVA a ramené la TVA pour les hyper à 54 familles ramenée à 0, et pour les supermarchés, 69 familles, ce qui fait en gros, mettons, 7 000 produits à peu près, TVA. Octroi de mer. TVA dit, il faudra faire voter, ça a été voté, 0 sur 54 familles, et là où les deux, à peu de choses près, on prend la même formule, parce que c'est la même logique, c'est que pour arriver à cette suppression de TVA et d'octroi de mer, pour les produits alimentaires, entre guillemets, de première nécessité, sans mettre en difficulté les collectivités territoriales, il ne faut pas que le budget, notamment la CTM, soit grévé. Donc, il y aura une compensation, c'est-à-dire on réduit à gauche, mais on va augmenter à droite.
sur des produits qui ne sont pas des produits de première nécessité, des produits alimentaires de première nécessité. C'est pour ça que moi, de façon un peu provocatrice, s'il faut, mais pour que ce soit imagé, je dis que loin d'être un accord de baisse de prix, quant au long terme, c'est un accord inflationniste qui va pousser, comme ça s'est passé après 2009, à une augmentation des prix générales sur les 40 000 autres produits. Si on ne va pas de façon méthodique et décidée sur une réduction des prix sur les 100% de produits. Et la question, c'est comment on y va. Voilà. C'est comment on y va. Parce que lorsqu'on dit, ok, la discussion elle va continuer pour atteindre les 100%. Il y aura une négociation. Ça va se poursuivre, la discussion, dans le cadre des négociations annuelles habituelles, quoi. En vertu de l'article 410.5 du Code du commerce, que les IPA s'engagent à ce qu'aucune marge excessive sur l'ensemble des produits alimentaires ne soit réalisée. Entre-temps, ça c'est dans l'accord, point 18, que l'État va demander une expérimentation sur 3 ans pour essayer d'arriver à une autre structuration de l'organisation des circuits, et puis va voter une enveloppe de 2 millions d'euros pour aider les producteurs locaux, etc. Mais attendez, c'est de la plaisanterie, quoi. On sait très bien que si on ne s'attaque pas, encore une fois, au cœur du problème, et là, ça va poser peut-être un problème politique, mais qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? Si ça pose un problème politique, attaquons le problème politique. Revendiquons les prérogatives qui nous permettent d'attaquer les monopoles sérieusement, d'attaquer sérieusement les segmentations multiples de l'importation des produits, d'attaquer sérieusement l'interdiction coloniale qui subsiste, qui nous est faite de nous interdire de commercer avec la Caraïbe et les pays d'Amérique, etc. Attaquons sérieusement ça. Et pour la dignité du peuple martiniquais, demandons, oui, battons-nous. Mais on ne se bat pas en étant simplement le scribe de demandes qui sont faites à tel ou tel ministre à Paris. Le ministre va venir, mais il va discuter, il va nous passer de la pommade, il va dire qu'il a compris, etc. Et bien après, il sera parti, il va dire c'est tellement difficile, je n'ai pas fait la moitié du chemin, il sera parti. Il faudra tout recommencer. Il faut arrêter, il faut le sérieux. Ben, dis donc. Alors, moi, je voudrais juste, je ne sais pas si je peux me permettre, hein, Oui. parce que j'entends bien ce que vous dites à l'instant, voilà, pas de souci. J'entends même 40 000 produits, mais les questions que je pose, sommes-nous en capacité, est-ce que nous voulons, si on veut le résoudre, c'est le mieux, hein? Le mieux des fondis, c'est l'ennemi. Voilà. Ça veut dire qu'on veut tout en même temps. Donc combien de temps... On ne sait pas ce que j'ai dit. Je pose des questions que j'entends. En combien de temps on voudrait résoudre ces problèmes? À combien de temps que ça peut prendre pour arriver en Martinique à avoir des prix à peu près similaires à ce qu'on a? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est impossible. D'accord, première chose. Deuxièmement, C'est impossible. quelles sont les conséquences directes? Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons déjà les outils, nous avons déjà le foncier, nous permettant de développer notre économie locale. Est-ce que nous avons déjà ces outils-là? Est-ce que d'ici janvier, dans 3-4 mois, nous pouvons dire, même si à un moment 2009, on a vendu des choses sur le marché, etc., mais moi je crois qu'un agriculteur il nourrit la population, mais aussi il faut qu'il ait des revenus aussi dignes. Voilà. Donc tout ça, ça demande une organisation. J'entends par là, il faut. Je vois qu'on demande pour le POSEI. Ça, c'est pas une revendication nouvelle. On se bat, mais tous les Martiniquais, sommes-nous d'accord sur le fait qu'il faut réorienter ce POSEI? Et pour réorienter ce POSEI, est-ce que ça peut se faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que tu peux dire 2 mots sur le POSEI? Parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas. Alors, le POSEI, ce sont des aides qui sont attribuées pour certaines filières, pour les filières agricoles, par Ce sont des aides qui viennent de l'Europe. De l'Europe. Et ces aides qui tournent, je n'ai pas le chiffre en tête. 320 millions d'euros. Pratiquement 70% de l'enveloppe
et orienté surtout sur l'agriculture, la banane et un peu sur la canne à sucre. Mais pas sur les cultures, les filières vivrières que nous avons. Maraîchères. Voilà, maraîchères, etc. Donc, D'accord. pour pouvoir produire cela, il faut des fonds, il faut de la mécanisation, il y a énormément de choses. Donc, le projet, la vision à court terme, à moyen terme, à long terme, est-ce qu'on fait directement d'aujourd'hui à tout ce qu'on veut, ou est-ce qu'on est obligé de faire des étapes et chaque pas gagné, vérifier, contrôler, mettre les outils nécessaires, contrôler, voilà, créer, contrôler, pour que ce qui est mis en place sur 54, voilà, c'est contrôlé. Et après, si réussit cette étape, eh bien, on pourra effectivement avoir un modèle, un schéma qui nous permettrait d'avancer. Alors, Karine. Je salue l'ouverture que Christian Ossiolet a pu mettre sur la table, parce que les événements ont permis d'ouvrir le champ sur toutes les sources de dysfonctionnement de notre société, y compris du point de vue économique et structurel. Concernant le POSEI est un plan de subvention agricole destiné à la diversification alimentaire et à la souveraineté alimentaire. Par diversification alimentaire, c'est-à-dire essayer de réduire au maximum la monoculture qui a tendance à appauvrir les sols et à assécher les nappes phréatiques, et donc du coup à multiplier les différentes cultures pour éviter de se retrouver à court de nourriture en fonction des saisons. Quand on voit que 70% du plan POSEI... Alors, pour que les gens resituent bien comment ça se passe, le POSEI est attribué par l'Union européenne. D'accord ? Donc, ce sont des aides européennes. La répartition du POSEI est décidée par le ministre de l'Agriculture. D'accord ? Donc, ce n'est pas la faute de l'Europe si le dispatching n'est pas efficace pour... Mais ça veut dire qu'il faut faire du lobbying, peut-être Parce que ça veut dire que nous, petits peuples, entre guillemets, avons à faire du lobbying que les autres ont déjà fait avant nous et nous ont précédés. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont une plus grande part du gâteau. Absolument, mais il y a même... c'était au début de l'année, c'était au premier trimestre de l'année 2024 d'ailleurs, il y a... un commissaire européen qui n'a pas employé le mot de fraude ni de détournement. Enfin, il a employé le mot détournement, mais pour dire que c'était détourné du sens véritable du POSEI, la façon dont c'était utilisé. Et donc, par conséquent, ce n'était pas la vocation du POSEI d'entretenir des filières qui, à la base, n'ont pas besoin de ces aides-là. Surtout que les petits producteurs de bananes, ce n'est pas eux qui en bénéficient le plus, et qu'il y a d'autres productions à faire valoir en Martinique. Mais ça, c'est, je pense, peut-être compliqué, parce que c'est un autre sujet encore. Hein. Il faut des terres. Alors, nous avons des terres en Martinique. Le pire, c'est que nous avons des terres, nous avons des centaines d'hectares où les propriétaires sont prêts à les mettre à disposition pour une association que l'on appelle l'Association des agriculteurs sans terre, qui s'engage à produire de manière respectueuse et équitable sur le sol martiniquais, mais il y a des freins administratifs à l'exploitation de ces terres-là, et il y a aussi des problématiques qui sont en train d'être solutionnées les unes après les autres, mais les Martiniquais n'ont pas attendu la mobilisation pour travailler à ces problèmes-là. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui se disent délaissés par le système et par les promesses de nos élus nationaux, entre autres. Mais les belles mesures qui sont énoncées dans les initiatives ne sont pas respectées et ne sont pas fidèles à la souveraineté alimentaire qu'on en est censé servir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que, en vous écoutant tous les quatre, je me demande finalement, est-ce qu'on a pu avancer ? On a avancé deux pas. Moi, on a parlé je deux pas. pense que pendant les tables rondes, on a beaucoup avancé parce qu'on a pu énoncer beaucoup de données, on a pu donner beaucoup d'informations à la fois à ceux qui étaient autour de la table, mais aussi au grand public, qui comprend un petit peu mieux comment les prix sont construits, qui comprend un petit peu mieux où vont certains budgets, par exemple certaines taxes. Donc ça a éclairé beaucoup de personnes.
Après, le protocole en question, moi je suis étonnée qu'avec une telle énergie investie, que le protocole ne soit pas plus construit, qu'il n'y ait pas de modalité d'exécution des engagements, qu'il n'y ait pas de deadline, c'est-à-dire de date butoir pour que l'efficacité soit vérifiée, qu'il n'y ait pas de sanctions en cas de non-respect et qu'il n'y ait pas d'obligation de publier... C'est pas janvier 2025, la date... oui, pour commencer à mettre les choses en place. Mais, tout à fait. Mais pour vraiment que... En fait, on est quand même en octobre, novembre, décembre, janvier, oui. Oui, Noël va Ça arriver, peut ce sera paraître dur long. pour Mais tout c'est le pas monde. le protocole, c'est pas le protocole, c'est objectif et moyen. Ça veut dire que maintenant, il y a des commissions de travail qui sont en place pour pouvoir... Parce que sinon, il faudrait faire une table ronde qui durerait matin, midi, soir pendant des semaines, une semaine pour pouvoir tout écrire. Bon. Et par contre, je voulais Mais revenir c'est pas sur quelques Tu vas- petites choses. Juste une petite chose, je voulais dire. Moi, je crois qu'on n'a pas découvert le problème en 2024, parce que je suis de celle aussi qui dit qu'en 2029, beaucoup de problèmes ont été 2009, je dis. Oui, tu as dit 29. 2009. Beaucoup de problèmes ont été soulevés. On n'est peut-être pas arrivé au bout, peut-être qu'il manquait des choses. Bon, je ne sais pas, je ne fais pas l'analyse de 2009, mais je ne voudrais pas qu'on puisse penser que ce problème de la vie chère a surgi, qu'on découvre, qu'on a étudié là en 2024. Michel, tu voulais rajouter? 2021, je crois aussi que les syndicats étaient intervenus en 2021 encore sur la vie chère. Hein. Donc, Bon. Bon, je vous rassure, Madame Brisset, j'ai participé aux négociations de 2009. Je vous rassure, il y a un protocole d'accord du 13 mars joli. 2009 qui concerne la baisse des prix, l'augmentation des salaires et toute une série d'autres dispositions concernant l'électricité, le logement, etc., etc. Mais le principal, c'est qu'il y a eu une baisse des prix de 20%, dont 14% ont été prélevés sur les marges des distributeurs, 4% sur le transport maritime et 2% sur l'octroi de mer. Bon, ça a duré 3 ans. Ce qui a manqué, c'est que, et c'est pourquoi je reviens un petit peu là-dessus, c'est que l'on n'a pas instauré un contrôle de l'application de ces dispositions. Et au bout de 3 ans, la préfecture, sur ordre du gouvernement de l'époque, s'est retirée de l'accord. Ce qui fait que... Donc les distributeurs faisaient ce qu'ils il y a voulaient. eu une baisse des ressources d'octroi de mer, et il y a eu après une remontée des prix. D'ailleurs, l'écart de prix entre la Martinique et la France, encore que je m'inscris en défiance absolue sur cette méthode de raisonnement qui consiste à vouloir toujours ressembler à la France. Je ferme la parenthèse. Ce mantra assimilationniste, il faudra bien qu'on en sorte. Il faudra bien qu'on en sorte. L'écart de prix. On a obtenu un des résultats de ce mouvement, on a pu obtenir que l'INSEE fasse des études spatiales de prix. C'est-à-dire des études scientifiques pour comparer le niveau des prix en France et le niveau des prix dans les départements d'outre-mer. Et pour la Martinique, l'étude spatiale de prix montrait que l'écart de prix était de 10%. En 2010, il est passé à 12%. En 2015, il est passé à 14% en 2022. Alors c'est une moyenne,
Mais à l'intérieur de cela, par exemple, je prends l'exemple, l'alimentaire. En 2015, l'alimentaire, c'était plus 38%. Tout à fait. Et en 2015. En 2022, c'est devenu 40%. 42. Autrement dit, la leçon qu'il faut tirer de tout ça. Alors, je souscris tout à fait à ce qu'a expliqué tout à l'heure Ursule. Et un peu ce qu'a expliqué Mme Louisset. Il faut prendre des mesures à court terme, il faut prendre des mesures à moyen terme, il faut prendre des mesures à long terme. Mais on ne doit pas échapper au problème politique. Bien sûr. Absolument. Au problème politique. Mais oui. Absolument. Le problème politique qui consiste à refonder le modèle économique que nous héritons depuis Colbert. Alors, Le modèle économique dont nous héritons, c'est le modèle qui a été appliqué par mon ami Belrose, professeur d'université, Maurice, nous expliquerait c'est le même modèle qui a été appliqué à ce qu'on appelle, il n'est pas d'accord avec cette appellation, le nouveau monde. alors, je voudrais poser quand même une question. Lorsque je vois le prix où un fruit à pain est vendu en France, non, ça paraît simpliste, mais c'est peut-être ça que les gens ne comprennent pas. Le chocolat et l'eau qui sort de la Martinique est vendu en France moins cher qu'ici en Martinique dans les supermarchés. Il y a un problème. On achète un fruit à pain en France. Il est moins cher là-bas qu'ici. Comment on peut expliquer ça? Et on entend aujourd'hui que CMA, CGM veut se retirer si on continue à faire la pression. Tu veux que je dise un mot? Un mot. Un mot. Parce qu'il faut laisser les autres parler. Un mot, parce que j'ai déjà trop parlé. C'est une loi économique qui n'est pas propre à la Martinique, qui veut que la production locale, les prix pour la production locale ont tendance à s'aligner sur les prix de l'importation. Normal. Oui. Mon expérience d'ancien commissaire des prix, quand nous contrôlions les prix à Fort-de-France du marché de la place Fénelon, on se demandait mais pourquoi les prix des gombos, les prix des... etc. sont si élevés. Et la marchande me disait, mais monsieur Branchi, à une IBAG en face là, il y a un magasin qui a une IBAG. En face de la caisse Madame d'épargne. Dillot. En face de la caisse d'épargne. En face de la caisse d'épargne. Ouais. Maintenant c'est un espace vide. Oui. Tout à fait. Les manques à sortir, manques à aller acheter un bouteille d'huile Alba, à l'époque. Alba. Mais l'huile Alba a augmenté. Manque à augmenter ça. Oui, elle est Ma obligée. marchandise, ouais. D'accord. Donc, par conséquent, la marchande ne fait pas un calcul économique. La marchande vend en fonction. Elle a des enfants, en général, à l'époque, ça a changé peut-être, mais c'était des madames qui tenaient 5, 6, 7 riches. Donc c'est en fonction du revenu qu'elle compte en tirer qu'elle fixe ses prix. Absolument. Et quand on va venir, qu'elle dit gagner 100 000 actes, Donc, on va payer plus cher. on va payer plus cher. Eh oui. Alors, Karine, si tu peux terminer, puis on va passer la parole. Je crois avoir répondu. J'ai compris, mais est-ce que tout le monde aura compris ça? Je ne sais pas. Non, J'ai compris, hein, j'ai Je compris. n'ai pas dit que c'est normal. Je D'accord. te dis que non. Alors, à l'époque, c'était le contrôle des prix. Avec Renaud de Grand Maison, nous avions fixé une mercuriale à la mairie de Fort-de-France. On avait une liste de prix. L'artisan ou la petite marchande, elle n'est pas libre. Elle est tenue dans un ensemble, dans un univers de prix qui est élevé. Elle ne peut pas vivre si elle-même, Elle fait en qui fonction vend de des ce qu'elle petits achète à la boutiques, maison. elle va vendre cher. Le gars qui est ici, qui exporte, ça m'est arrivé par exemple, d'aller à Marseille et je voulais offrir une bouteille de rhum que j'avais oublié. J'avais deux, il fallait une troisième. On allait chercher le troisième là-bas, en troisième, il fallait moi offrir une bouteille de rhum. Vous savez comment acheter une bouteille de rhum là? Marseille, en Carrefour, moins cher qu'ils m'ont été acheté ici en partant ou la montagne. Bien sûr.
Est-ce que tu comprends? Parce que c'est exporté, mais à des milliers d'exemplaires, etc. Donc le gars, même s'il fait une petite marge, il va faire, il a fait ses calculs. Mais là aussi, c'est une loi économique. Bien sûr. Quand tu exportes, quand tu as un produit, tu exportes de la production, pour pouvoir attaquer le marché, parce que ton rhum, il est confronté au whisky, il est confronté aux autres rhums de la Caraïbe. Non seulement, mais à des alcools, d'autres alcools, y compris les alcools cubains d'ailleurs. Bon. Bon. Mais qu'est-ce que fait l'exportateur de rhum? Il se fait sa marge sur le marché qu'il maîtrise, le marché local, et puis il baisse ses marges à l'exportation pour pouvoir attaquer la concurrence. Très bien. Alors, Karim, on l'a empêché de parler. Oui, n'est-ce pas? J'ai juste une petite remarque concernant le protocole. L'Observatoire des prix n'a pas signé. Donc, ça prouve bien que... Il y a deux parties qui n'ont pas signé. Il y a le AirPrac et l'Observatoire des prix. Ah oui, ok. Et donc, du coup, l'Observatoire des prix ne pouvait pas s'engager avec la formulation qui a été mise en place concernant les moyens de contrôle. D'autant plus que l'Observatoire des prix, on sait très bien que le président de l'Observatoire des prix est le seul à l'Observatoire des prix, qu'il a des difficultés à mettre en place un certain nombre de choses parce que pour le moment, il n'en a pas les moyens. Et qu'en plus de ça, il est le 6e président en 15 ans, donc vous imaginez... bon. C'est pas ça l'explication. Bref, c'était un aparté parce que j'ai pas pu développer sur tout sur quoi je voulais interagir. Michel, c'est ce qu'il a dit. J'ai entendu ce monsieur sur Martinique la première dire ça. C'est ce qu'il a dit. Hein. Ce que Karine vient de dire là. Non, au-delà de ça, pourquoi? Non, c'est pas ça. Pourquoi il ne pouvait rien faire? Parce qu'il n'avait personne en fait. Oui. Et ça, il a dit sur Martinique première. Ça, c'est vrai. L'explication, c'est que, effectivement, monsieur Plantard, je donne son nom. C'est un magistrat de la Chambre régionale des comptes. Il ne pouvait pas être présent personnellement. Il a envoyé une employée, une secrétaire, représenter. Mais elle n'avait pas mandat pour signer. Voilà. D'accord. Très bien. Karine, continue. Il ne faut pas interpréter la non-signature. Mais ça n'a pas été fait a posteriori non plus. Bon. Vas-y, continue. Mais cela dit, c'est vrai que l'Observatoire des prix, malheureusement, n'a pas beaucoup de moyens. Allez, Karine. On s'arrange pour que les prix locaux soient à un niveau haut pour justifier le fait que l'importé aussi soit haut. Mais de toute façon, il y a certains produits, je pense que ça a été dit à la table ronde, hein, donc, et personne n'a émis d'objection. Il y a des produits qui soit partent d'Amérique, soit partent de Martinique pour passer par la France pour revenir à la Martinique. Ça fait. Oui. Ça explique, et c'est tout à fait incohérent, mais ça explique le fait que les prix soient plus chers en Martinique qu'en France. Tout à fait. Mais il y a aussi d'autres incohérences. Par exemple, quand certains produits locaux sont vendus moitié prix ailleurs, par exemple, je prends l'exemple d'Andorre qui est certes est détaxé, mais ça n'explique pas un tel écart de prix. Les produits locaux sont vendus tellement moins cher à Andorre qu'il vaut mieux profiter des produits antillais à Andorre qu'en Martinique. On a un pouvoir d'achat qui est décuplé. Donc, pour répondre à ta question, Mano, concernant l'écart des prix... Andorre, il n'y a pas de taxes. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Mais au-delà des taxes, il y a d'autres caractéristiques qui font que l'écart de prix, parce que les taxes ne constituent pas 70% d'un prix, par exemple. Donc, au bout d'un moment, il faut dénoncer les mécanismes que l'on utilise pour restreindre le pouvoir d'achat des Martiniquais, pour qu'ils soient dépendants de l'importé, et puis aussi pour faire tourner l'engrenage des taxes et de l'argent que ça génère pour faire fonctionner la machine. Je pense que ça aussi, il faudra mettre sur la table à un moment ou à un autre. Ben, tu peux que je réponde? Oui, vas-y. Eh bien, il faut sortir de l'Europe. Oui. Le problème principal que nous avons, c'est que depuis la départementalisation, 1957, nous sommes rentrés
dans la communauté économique européenne, et puis dans l'Union européenne. L'Union européenne, l'Europe impose, en gros, des droits de douane qui fait qu'on enferme la Martinique dans un marché européen. Donc pour pouvoir contourner ce marché européen, il faut que les produits rentrent en France et reviennent à la Martinique. Ou alors, quand ils viennent directement, ils paient les droits de douane qu'il y a, que l'Europe dresse, parce que la Martinique étant l'Europe, elle paie les droits de douane. Donc, un retour sur la question politique soulevée par Ursulé, c'est que on ne peut pas changer ce système et permettre à la Martinique de commercer directement avec la Caraïbe si, je prends l'exemple de la Polynésie, on n'a pas une capacité fiscale, et deux, si on n'a pas un statut, non pas d'intégration, nous sommes région ultra-périphérique, nous sommes intégrés dans l'Europe. C'est assez paradoxal, si on regarde les gens qui sont ici, il y a 5 Européens, il y a 5 métropolitains. Bon, eh bien non, la vérité, c'est que il faut que nous soyons... Mais est-ce qu'on peut sortir de l'Europe? On ne peut même pas parler de ça, parce que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais oui, c'est le débat. Je peux ajouter quelque chose ou dire quelque chose? Pour pouvoir avoir la liberté, nous avons mis en évidence que parmi les mesures pour pouvoir contrer la vie chère, il faudrait pouvoir commercer avec la Caraïbe et l'environnement. Non, j'ai compris ça, Michel, mais tu dis on peut sortir de l'Europe. On devrait sortir de l'Europe, c'est-à-dire on se retrouve comme l'Angleterre. On devrait sortir. Non. Qui aujourd'hui semble regretter d'être sorti. On devrait sortir du statut de région ultra-périphérique. Et j'allais terminer. La Polynésie a un statut de PTOM, de pays et territoires associés à l'Europe. Qui lui donne... La Polynésie française. La Polynésie française. Qui lui donne, dans le cadre de l'article 74, donne la liberté commerciale. Voilà. Tu as choisi un article, Michel. Hein? Tu as choisi un article. Je dis que tu as choisi... Non, mais alors, moi, je dis que tu as choisi un article. J'ai choisi un statut, un pouvoir. Non, moi, je dis ça simplement parce que dans ce protocole-ci, je vois écrit agir pour la refondation de notre modèle économique. Et qui dit modèle économique, ça veut dire effectivement, il faut aller directement dans la politique. Ça, c'est sûr. Après, de savoir si c'est 74, parce qu'aussi on peut réfléchir sur de nouvelles propositions. Et quand on parle de l'appel de Fort-de-France, c'est au cœur de ce qu'on appelle l'appel de Fort-de-France. Parce que quand on a du café qui sort du Brésil, que le café va d'abord en France, et ensuite le café revient en Martinique pour nous être vendu, alors que le Brésil est tout près, il faut qu'on se penche là-dessus. Les Martiniquais, voulons-nous, oui ou non, changer les choses? Exactement, mais ce que je viens de dire... Et donc, mon point de vue, c'est ce que je venais de dire. Et sérieusement, et pour la planète même, les 40 000 produits qui veulent venir, je dis que c'est pas bon pour la planète. C'est un système assimilationniste. C'est un retour en arrière. Donc, il nous faut une autre réflexion. C'est-à-dire, d'après ce que tu dis, et Michel aussi, c'est passé à l'article 74, c'est ça? On ne sait pas quel article, parce qu'il y a tout un débat actuellement, il y a des rapports du Sénat qui ont été faits qui disent qu'actuellement, on était vraiment polarisés, article 74, article 73, mais l'idée même sur ceux qui ont travaillé, je ne parle même pas des politiques, je parle de ceux qui ont travaillé sur la constitution, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie ou autre, qui disent pourquoi ne pas avoir des statuts un peu hybride avec des éléments, c'est ça, mais ça demande effectivement... On retrouve le débat. Voilà, chaque fois qu'on veut avancer, il y a des gens qui refusent. Puisque ces personnes qui ont étudié le 74 ont vu aussi qu'il y a des limites, donc c'est pas un débat pour nous. Pour moi, ce soir, c'est le 74. C'est tout simplement pour leur dire que quand on parle de changement de modèle économique, ça veut dire qu'il y aura automatiquement des choses qu'il faut changer et la loi telle qu'elle est écrite. Sur ce point, nous sommes d'accord. Voilà, sur ce point, nous sommes d'accord. Voilà. Et je me permettrai de citer un économiste guadeloupéen qui s'appelle Jean-Marie Noll. Jean-Marie Noll nous envoie des tribunes très intéressantes avec
Bon, certains aspects sont plus ou moins contestables, mais il en est arrivé à dire à peu près ce que dit Ursule, ce que tu dis toi, c'est qu'il y a des mesures à prendre de manière immédiate, parce qu'il faut quand même soulager. Il faut soulager les gens qui souffrent, les foyers de conditions modestes. Bon. Mais il faut aussi changer le modèle économique, et il en est arrivé à même dire qu'il faut, alors que c'est un type de droite, hein, et jusqu'à la dernière tribune qu'il m'a envoyée ce matin, il dit il faut en arriver à plus d'autonomie. Autrement dit, le mot, le gros mot qu'il ne faut pas prononcer en Martinique, il faut une autonomie politique. Oui. C'est ça. Et la question de la vie chère, ce que nous avons dit, alors on n'a pas dit le mot. Oui, je n'ai pas. Bon, mais moi je le dis. La question de la vie chère, c'est pas pour l'autonomie. Si on veut s'attaquer au modèle économique qui nous maintient dans le pacte de l'exclusif, dans l'importation de France, de le modèle, la consommation comme en France, dans le truc du repas, il compare le prix de la bouteille de viande. Mais non. Oui, c'est ça. Mais oui, mais il faut arrêter ça. Et la bouteille de chamfleur aussi est exagérément chère. Il faut arrêter cette manière. Il faudra aussi changer cette manière de consommer. Nous avons une consommation européanisée. Absolument. C'est vous. Mais oui. Ça a été orienté. Nous avons une consommation. L'étude de la CTM, elle est basée sur une étude de la DITS. La DITS qu'elle a fait il y a 2 ans. Elle est allée dans les entreprises. Elle a demandé aux entreprises qu'est-ce que vous vendez le plus. Elle a fait une photographie de ce que consomment les Martiniquais. Et c'est ça qu'ils consomment. Christian, tu veux ajouter quelque chose? On peut ne pas être d'accord, mais c'est la réalité. Le mode de consommation, c'est un mode de consommation importé. On a bien compris, Michel. Ouais. Voilà. Tu sais, moi, je crois très simplement... je crois très simplement que la révolution doit commencer dans nos têtes. Tête du peuple, tête des jeunes sans emploi, tête des syndicats, tête des élus, pour qu'on arrête, et je rejoins Michel, on arrête de fétichiser le droit, les articles 73, 74, machin, on est dans ça, et puis on est prisonnier de ça, etc. C'est ce que j'ai dit, il faut sortir. Ce qui nous intéresse, c'est pas on n'a pas dit qu'il faut du jour au lendemain, justement, c'est la pédagogie. C'était, j'ai dit justement, je pense qu'ils se sont gourés parce que, peut-être par manque d'expérience, par naïveté quelque part, entre guillemets, sans je veux pas être méchant, mais de ne pas comprendre la complexité des choses, même quand on est extrêmement déterminé, comme je le suis, pour arriver à des résultats, il y a des passages obligés. Pour y arriver, il faut être déterminé, il faut savoir où on va, il faut que la route elle soit éclairée, il faut que les objectifs soient clairs. Et c'est pour ça que je dis, la révolution elle doit commencer dans la tête, y compris des élus. Et peut-être plus des élus que de la population. Parce que il ne faut pas qu'ils aient peur. Et je leur dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est fanon. N'ayez pas peur. La violence. N'ayez pas peur. Il faut aujourd'hui avancer. Il faut aujourd'hui... Comment vous allez dire aux gens, non. Vraiment, nous sommes des gens raisonnables. C'est seulement 6 000 ou 7 000 produits. Vous pouvez être grugé sur... Enfin, grugé. Mais c'est pas possible. Pressuré sur les 33 000 restants. Et c'est normal. Et puis on verra dans 10, dans 15 ans, etc. C'est pas ce qui a été dit. Non, je n'ai pas dit. Attention, je n'ai pas dit que c'est ce qui a été dit. Le 40 000, je vais pas le Je faire. dis qu'il faut faire attention, parce que si on ne dit pas ça, et c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qui est dit, en tout cas. Quand on le dit, la preuve, on va pas poursuivre les discussions, les négociations, etc., paritaires et tout. Mais on sait très bien que c'est pas avec seulement des négociations paritaires sur une table qu'on va se mettre d'accord et que quelqu'un va signer, et les importateurs, les distributeurs et les transporteurs, déjà l'autre là a menacé de partir parce qu'il dit qu'il faudrait y faire un effort. Alors regardez. Donc, il y a la volonté d'avancer en ayant conscience, et là je le dis, à la fois, me semble-t-il, pour pas seulement le RPRAC, puisque moi j'ai fait 4 contributions écrites au fur et à mesure du développement. C'est vrai, contribution au mouvement social martiniquais sur la baisse des prix.
Je l'ai Et reçu. dès le départ, Je l'ai reçu. Que j'ai j'ai reçu expliqué, dès le départ, dès le deuxième, j'ai expliqué que on ne pourra pas avoir tout d'un coup, mais on ne pourra pas dire non non plus. Il faut prendre l'objectif des 100, enfin des 100%, mais concevoir ce qu'on a dit, je ne vais pas revenir dessus, sur ça demande tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut aller à ce qui a été signé là, au départ, concevoir que dans l'année, il y a un boulot à faire sur la segmentation, sur la réforme du tarif du maritime, sur élargir les produits qui ne sont pas des alimentaires, mais qui sont des produits d'usage courant et qui ne touchent pas seulement la population la plus pauvre, mais tous les Martiniquais, un certain nombre de choses, tout en travaillant sur ce qu'on a dit. Sur avec les élus nationaux, enfin, travailler avec eux, s'affronter à eux sur les réformes à faire pour réformer les choses. On va buter sur des questions de droit, parce qu'on peut prendre des lois, des décrets dans le cadre actuel. On va buter sur des questions de droit qui vont nécessiter des questions de structure, de statut, de réforme du statut. Mais si pour le bonheur de la population, le bien du développement économique martiniquais pour donner du boulot aux jeunes martiniquais, et qu'on arrête l'exportation en métropole, en France métropolitaine hexagonale, de 13 Martiniquais par jour, c'est ça que ça veut dire, la régression de la démographie actuelle. 13 par jour, en moyenne, quoi. Eh ben, si pour ça, il faut qu'on avance, et qu'il y ait des crises politiques à des moments donnés, pour qu'on dise oui, vous avez raison, etc., et qu'on évolue, et que la Constitution soit réformée, s'il faut, pour tel article aménagé au 74, veut créer un article qui n'existe pas, etc., ça se fera. C'est l'histoire qui gouverne. C'est pas le président de la République. Le président de la République ne sera pas là dans 2 ans. Le ministre ne sera pas là dans 1 mois, peut-être. Donc c'est l'histoire qui gouverne. Et c'est l'intérêt des populations. Ouais. Et la France a intérêt à être intelligente. Elle a intérêt à être intelligente. Parce que si elle ne veut pas être éliminée de tous les océans, et tout, elle a intérêt à être intelligente. Parce que ce qui a été fait avant, dans les modèles de décolonisation en Afrique ou avec l'Algérie et tout, ça ne se refera pas. Ça ne se refera pas. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit, d'autant plus que nous sommes particulièrement observés de l'extérieur, maintenant que tout le monde sait que nous avons une poche de gaz qui vaut 15 milliards d'euros dans nos eaux, dans notre zone économique exclusive. Nous allons voir dessus, parce que je n'ai pas bien compris. Nous avons une poche de gaz auprès de la Caravelle. dans la zone économique exclusive nord-est. Nous avons une poche de gaz. J'ai vu ça dans les journaux du monde entier en ont parlé. Donc, Quelle année? Parce que j'ai bien vérifié. J'ai vu qu'il y avait un article de Libération, je crois, de 2008 à peu près, ou 2003. Ah non, on en a parlé récemment dans les J'ai journaux. J'ai vérifié, je vais très fréquemment sur le BRGM pour voir ce qui se passe, que je suis assez portée sur la géologie. Alors, les États-Unis, n'ayant pas les moyens auparavant de pouvoir exploiter ce genre de gisement-là, ont travaillé dessus, ont investi sur l'innovation. C'est intéressant ce que tu dis. Et maintenant, Faut vérifier. Les sources. Non, mais j'aime bien. Les sources. Ben oui, mais les sources, c'est paru au journal Non, c'est télévisé. juste pour moi, c'est pas une source. Moi, je n'interromps pas les interlocuteurs à chaque fois systématiquement pour les sources. Donc, j'invite chacun à se documenter. Et je vais terminer sur 2 petites choses importantes que j'essaie de faire passer depuis tout à l'heure. Déjà, cette poche de gaz représente une valeur d'environ 15 milliards d'euros. Les autres pays n'avaient pas les moyens, personne n'avait les moyens de pouvoir l'exploiter de manière réglementaire sans risquer de polluer tout ce qu'il y avait autour. Les États-Unis ont réussi à développer des moyens innovants pour pouvoir exploiter, et ils essaient de se positionner. Bon. Cependant, la Martinique n'est pas indépendante, donc si un jour elle l'est, on risque d'être un petit peu sous le regard de prédateurs économiques concernant ce gisement-là. Donc il faut faire attention aussi. Et pour en revenir tout à l'heure à la liste des produits dont tu parlais,
Au début, j'ai fait le parallèle entre santé et nutrition et aussi pouvoir d'achat. Je vous invite, et pour le coup, je vais citer mes sources, à lire le rapport de l'Institut de recherche pour le développement qui a produit un rapport sur l'alimentation, la nutrition et qui a bien fait remonter le fait que les personnes les moins favorisées socio-économiquement soient plus exposées à l'obésité et au surpoids, aux pathologies liées à la nutrition et aux pathologies chroniques. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure qu'un certain nombre de produits, un grand nombre de produits qui avaient été sélectionnés dans les 69 familles de produits, contribue aussi, le choix contribue aussi à faire en sorte que les gens se dirigent vers les produits les moins chers et pas forcément les meilleurs pour la santé, et donc qu'il est nécessaire d'élargir les familles de produits, comme disait Christian Ursulé tout à l'heure. Alors, et on va passer à notre sujet. Tu finis, non, puis on fait notre sujet. À propos de l'élargissement des produits, je lis alors, il y a dans le protocole un point B, agir en faveur de la baisse des prix de l'ensemble des produits de l'alimentation en Martinique. Bon. Et alors, le point 16, je le lis parce que voici un exemple de ce que je disais au début, de quelque chose qui n'est pas suffisamment abouti. La liste des produits inclus dans cette négociation fera l'objet de nouvelles discussions. Très bien. Dans le cadre des négociations annuelles prévues par l'article 410.5 du Code de commerce, afin d'y inclure progressivement un maximum de produits destinés à l'alimentation courante. Voici précisément, tu parlais tout à l'heure du juridique, voici précisément le type de citation qui s'appelle un verglage. Oui, c'est ça. L'article 410.5, c'est quoi? C'est l'article qui permet d'établir le BQP. Et je l'ai lu, c'est un article qui a été introduit dans le Code de commerce par l'UREL et qui dit que c'est une liste limitative de produits qui sont négociés chaque année par le préfet et qui est signé par arrêté. Donc, la possibilité, la liste des produits, on ne fixe pas les prix de chacun des produits, on fixe la liste du panier. Autrement dit, on fixe la liste, là c'est l'exemple du BQP, le BQP par exemple, à l'heure actuelle, c'est 134 produits, 390 €. Le préfet prend un arrêté et dit, mais à l'intérieur de cette liste de produits de 134, on peut mettre ce qu'on veut. Bien. Donc voilà, voici l'exemple même. Ce point 16 là, eh bien, il est certain que c'est un point qui est une coquille vide, qui n'apporte rien. Bon, on va passer à la Cour d'appel de Paris qui indiquera le 13 novembre prochain si elle transmet 2 questions prioritaires de constitutionnalité, QPC, aux plus hautes juridictions. Par ailleurs, l'examen de l'appel du non-lieu prononcé en 2023 n'aura pas lieu avant l'année prochaine. Alors, on revient là donc sur le chlordécone, c'est ça? C'est Est-ce que ça a une chance d'aboutir? Ceux qui connaissent bien la loi. Non, je connais. Mais là aussi, c'est un combat politique, mais qui passe par le juridique. Comme l'autre question de tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le combat politique, moi je ne suis pas juriste, je suis économiste. Bon. Mais à un moment donné, il faut s'emparer des questions juridiques pour pouvoir, comme disait mon ami décédé, Marcel Manville, il faut se battre sur le terrain juridique. La question qui est posée, c'est la question de la jurisprudence du sang contaminé. Le sang pour le responsable, mais pas coupable. Okay. Madame Bon. Ce qui fait que c'est sur cette base qu'on a prononcé un non-lieu. Alors, les juristes qui accompagnent les associations, les parlementaires qui se battent sur la question du chlordécone ont
demande à la Cour d'appel de Paris, parce que le dossier a été délocalisé, les avocats protestent contre ça, d'ailleurs, ça a été délocalisé à Paris. Il demande à la Cour d'appel de Paris de saisir la Cour de cassation de 2 questions dites prioritaires de constitutionnalité. Alors, c'est assez complexe, mais il s'agit en fait de dire que la jurisprudence sur laquelle on se base pour dire que l'État n'est pas pénalement responsable est fausse. Et que par conséquent, si on arrive à obtenir ça, on pourra donc incriminer l'État et ses complices qui ici savaient pertinemment que le chlordécone était un produit toxique et qui l'ont importé et qui même l'ont fait fabriquer. Mais les complices, on les connaît déjà. Hein? On connaît déjà les complices ici. Eh bien sûr. D'accord. Le complice, on sait très bien que c'est l'établissement de la Garrigue, mais malheureusement, l'action judiciaire est éteinte, puisque Ivaillot, son PDG, est mort. Ouais, on les connaît, mais la question c'est la responsabilité juridique, quoi, et les possibilités de faire condamner ou d'obtenir des réparations. Exactement. Donc non, moi je crois que la démarche, c'est même pas la peine de développer. La démarche, elle est très astucieuse et elle est incontournable du point de vue juridique par les avocats qui ont en charge le dossier. Mais même si ça n'aboutit pas, il faut aller jusqu'au bout, puisque je crois qu'il y a une étape qui est possible après, devant la Cour européenne. Oui. Tout à fait. C'est tout. C'est pas... Bon, Alors, juste un petit mot, parce que l'État pense à chaque fois botter en touche ou bien éteindre les dossiers comme ça et tout avec ses alliés. Mais il voit que parfois ça coûte plus cher après. Pas en termes de coûts financiers, hein, mais en termes d'image, en termes comment dire, de considération vis-à-vis d'une population. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes dans la situation actuelle, c'est que les gens se disent mais on ne peut pas faire confiance à ces États-là, qui nous ont empoisonnés, etc. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, Lydie, tu voulais dire un mot sur ça? Non, c'était juste pour, je ne suis pas du tout juriste, mais pour en fait ajouter simplement qu'effectivement cette démarche, c'est un moyen justement de pouvoir utiliser des éléments qui n'ont pas encore été utilisés actuellement pour démontrer effectivement que la molécule de chlordécone peut être considérée effectivement comme, on le sait déjà que c'est un poison, mais c'est surtout de montrer en quelque sorte qu'il y a eu un délit vraiment qui montre qu'on a empoisonné de manière directe ou volontaire la population. D'où peut-être tous les cancers dont tu parles jusqu'à maintenant, ça peut peut-être découler de tout ça. Oui, là, mais c'est même pas ce qu'ils essaient de montrer dans cette question. Ils essaient, dans ce que j'ai participé aux réunions, ils essaient simplement de faire comprendre, de ce que j'ai compris, de faire montrer, parce qu'ils ont pris un exemple, la molécule de curlone, dans tous les écrits, c'est noté effectivement que c'est une molécule qui conduit à la mort. Et depuis très longtemps, on savait que cette molécule... C'était depuis très longtemps, les chimistes l'avaient déjà montré. Donc, ils voudraient utiliser, en fait, parce que c'est difficile de faire condamner l'État. On a le non-lieu qu'on a prononcé, c'est un non-lieu parce qu'ils disent effectivement que c'était trop tard, etc., etc. Donc, il faut trouver une manière de contourner ce non-lieu en posant ces 2 questions pour relancer le sujet sur un autre aspect pour voir si on ne peut pas aller plus loin dans la procédure. D'accord. Mais comme ils disent les avocats, ce n'est pas sûr que cette question ira très loin. Parce que l'idée quand même pour les camarades qui travaillent beaucoup là-dessus, c'est d'aller quand même au niveau européen porter l'affaire. Et pour porter l'affaire au niveau européen, il faut vraiment épuiser tout ce qui existe, de recours dans le système français. Donc... Alors, l'hôtel Batelier est cédé au groupe Karukera sans les salariés. Moi, j'aurais bien aimé dire un mot sur le chlordécone. Ok, d'accord. Alors, le groupe Mon Plaisir fait appel. Les salariés investissent l'hôtel. Alors, Karine pour le chlordécone et après, très rapidement, puisqu'on a déjà mis la lumière, on parlera de l'hôtel Batelier. Oui, d'accord. Vas-y. Bon, alors, concernant le recours pour le chlordécone, ça permettrait une reconnaissance déjà de l'empoisonnement des terres et de l'empoisonnement des humains aussi, parce que notre écosystème est atteint
durablement. Et donc, ça va permettre aussi de mettre en place un certain nombre de protocoles qui sont déjà expérimentaux pour dépolluer les terres et pour reconnaître un certain nombre de pathologies. Alors, on savait déjà qu'il y avait une incidence record en Martinique concernant le cancer de la prostate. On a reconnu cette année l'incidence, le lien entre l'exposition au chlordécone et les maladies cardiovasculaires qui font partie les maladies cardiovasculaires font partie des premières causes de mortalité, de surmortalité en Martinique, parce qu'on parle de surmortalité depuis quelques années. Et dans les propositions qui avaient été faites, que j'avais faites à la CTM lors des tables rondes, j'avais demandé à ce qu'on initie et qu'on subventionne des études complémentaires concernant le lien entre le chlordécone et les pathologies telles que le diabète, les pathologies thyroïdiennes qui sont dans des incidences particulières pour nos populations, l'endométriose, le cancer de l'utérus et du col de l'utérus, la mortalité infantile et la prématurité, parce que ces statistiques-là sont particulièrement alarmantes dans nos territoires Martinique et Guadeloupe. Et donc, la différence majeure de l'exposition à certains risques par rapport à d'autres, on peut au moins se poser cette question-là et vérifier avec ces études s'il y a un lien de cause à effet concernant les statistiques et les incidences de ces pathologies-là avec le chlordécone. Voilà. Très bien. Alors, c'est l'affaire de l'hôtel Batelière. Je t'ai entendu sourire quand j'ai parlé de ça, Michel. Oui, parce que bon, tu permets que je fasse référence à mon expérience d'ancien élu territorial, en dehors du fait que le fait principal, c'est que 54 travailleurs risquent de perdre leur emploi. 54 travailleurs à contrat 54 travailleurs ayant un CDI, sans compter ceux qui ont les saisonniers. D'accord. Qui sont de l'ordre d'une centaine. Bon. Donc, le tribunal de commerce a rejeté les offres des travailleurs qui voulaient se constituer en coopérative, en SCOP, et a rejeté l'offre de la famille Monplaisir et a choisi l'offre d'une entreprise guadeloupéenne qui est dirigée par M. Vieille-Collet. Vieille-Collet, c'est un entrepreneur guadeloupéen qui a beaucoup d'hôtels et qui est aussi le président de la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre. Et qui a aussi investi pour les avions Corsair. Voilà. Alors, pourquoi ça me rappelle l'affaire Corsair? C'est que lorsque nous avons été saisis à la CTM de l'augmentation de capital de Corsair, l'un des porteurs de l'augmentation de capital n'était autre que M. Vieille-Collet. Et donc, le dossier est venu devant la CTM et nous avons estimé que c'était important que pour avoir une influence, pour élargir l'offre de transport et la concurrence entre les compagnies pour faire baisser les prix, il était important que la CTM prenne des actions dans Corsair. Et celui qui s'est opposé, mais avec une véhémence inouïe à ce vote, c'est M. Yann Monplaisir. Et Yann Monplaisir s'est opposé parce qu'ils sont en concurrence sur le plan économique et le plan de l'hôtellerie avec le groupe de Vieille-Collet. Donc, dans cette affaire de l'hôtel Batelière, il y a la résurgence de cette opposition entre deux capitalistes, un capitaliste martiniquais et puis un capitaliste un capitaliste guadeloupéen. Et je suis d'accord. Alors la réaction de la CDMT, c'est la CDMT qui défend les intérêts des travailleurs. Je crois que pour une fois, j'ai entendu Philippe Pierre Charles dire un mot au-dessus de l'autre. Il a dit c'est une saloperie. Bien. Lady?
Eh bien, c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette fin-là. Ah ouais. J'avais quand même beaucoup d'espoir pour les salariés, surtout, beaucoup pour les salariés. Puis c'est un outil, bon, il y a des choses à faire, certes, mais j'avais pensé ou espéré que c'est les salariés qui avaient mis en place, je ne sais pas, des dispositifs pour mettre en place justement cette société, que ça allait pouvoir tenir, et plus que jamais dans cette période où nous sommes, on pourrait plus se mobiliser pour que cet outil-là puisse se perpétrer. Donc c'est vrai que j'ai quand même entendu, parce que je me suis interrogée là-dessus, j'ai entendu un des responsables, un salarié dire qu'effectivement que leur dossier leur avait manqué du temps pour le préparer. Donc j'espère qu'ils disent qu'il y aura un appel qui est fait. Donc ce qu'on peut souhaiter, c'est que ces salariés puissent reprendre cet outil de travail, qu'on puisse faire quelque chose. Absolument. Et qu'ils ne puissent pas se retrouver, en tout cas, sous le chaos. Christian, c'est ça? Oui, alors, si tu veux, je peux prendre 2 petites minutes parce que j'ai eu une ancienne vie, et je ne sais pas si tout le monde sait, mais j'ai été pendant 20 ans au secrétariat général de la CDMT, chargé de l'hôtellerie. À l'époque où l'hôtellerie était, je pense, syndicalement extrêmement puissante, puisqu'il y avait une coordination avec l'ensemble des hôtels, y compris l'hôtel Batelière, qui a eu au moins 3 ou 4 tentatives de fermeture, etc., que nous avons occupé pendant des semaines et des mois, qui s'est battu, rebattu, etc., que nous avons toujours sauvé. Ce dossier-là, franchement, l'hôtel Batelière, c'est une perle, parce que son emplacement, les terrains qu'il y a, la plage qui lui est offerte, absolument, parce qu'elle est dans un écrin, la plage qui lui est offerte. Il n'y a pas beaucoup d'autres hôtels qui ont cette chose-là. Les restaurants, y compris quand l'hôtel marchait mal, qui marchent très bien en bas, etc. Le personnel qui est dévoué pour cet hôtel et tout, on ne peut pas laisser ça tomber comme ça. La première chose à dire, j'entends Mon Plaisir qui crie sur les ondes et tout, mais si peut-être que le groupe Mon Plaisir avait cru vraiment à l'hôtel, avait fait les investissements qu'il fallait, n'avait pas décidé de dégrader les choses comme ça, c'est dégradé, en essayant peut-être de gagner le maximum, d'engranger le maximum en trésorerie, mais sans investir dedans, ne voyant pas le long terme, on ne serait peut-être pas dans cette situation-là. Bon. Alors, moi je suis choqué par ce qui a été fait et autorisé par le tribunal. Parce que vendre un hôtel comme ça à 1 600 000 €, avec les terrains qu'il y a, alors qu'on sait très bien que ça vaut au moins 40 millions d'euros, ça, en soi, c'est un scandale. En soi, c'est un scandale. Parce que j'entends le propriétaire dire, enfin celui à qui le tribunal a donné l'autorisation, ouais, mais nous, on nous a donné rien, mais nous allons investir au moins 30 millions et tout. Oui, si tu achètes un truc qui vaut 40 millions, il faut le payer 40 millions. Et tu as prévu d'investir 30 millions pour le rénover, mais tu l'auras pendant 50 ans et tu vas rentabiliser largement si tu mènes ton affaire. Bon, il ne faut pas me raconter des blagues. Bon, tu viens racheter, mais il faut qu'on te le donne gratuitement. Et c'est ça qui est fait là. Puisqu'on lui dit, mais ça vaut 40 millions, on te le donne 1,6 million, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Hein. Mais donc ça veut dire que tu investis tes 30 millions de rénovation sur mon dos, quoi. Sur le dos du patrimoine, de la propriété. C'est ça que ça veut dire. Tout à fait. Donc, écoute, moi, les salariés, l'affaire n'est pas finie, parce qu'il y a un recours. Ils ont lancé une canne, parce que pour une fois, ils sont mobilisés, ils sont prêts à mettre leur argent dedans pour garder leur emploi, et puis ils sont entourés, là, par des gens compétents, qui sont des techniciens, des comptables, etc. Ils veulent des juristes. Ils font une cagnotte et ils appellent les Martiniquais pour que les Martiniquais achètent des parts. Une part vaut 55 €, et donc ils veulent obtenir dans les 13 jours, 2 semaines, 1,2 million. Si 20 000 personnes à peu près, si 20 000 personnes à peu près donnent 55 €, ils auront le capital pour acheter l'hôtel. Moi je dis, j'appelle l'ensemble des Martiniquais à aller dans ce sens-là, et peut-être qu'on en fera un exemple. Alors, je termine en disant la chose suivante. Il ne faut jamais désespérer, même quand on est au plus mal. Hein? Bon. Donc, même quand on est dans la tourmente la plus totale. Je vais simplement raconter une petite phase des batailles de l'hôtellerie qui ont fait que nous avons fait que l'hôtellerie de la Martinique, et les salariés de l'hôtellerie de la Martinique, aient une convention collective,
soit passé de 48 heures de travail à 40 heures de travail, ils travaillaient 6 jours sur 7, ils ont eu 2 jours de congé, de repos hebdomadaire, ils faisaient 18 à 20 chambres, ils sont passés, les femmes de chambre, à 14 chambres, qu'ils ont eu la prime d'ancienneté, etc. Donc leur situation avait évolué avec la CMT. Il y avait un hôtel à Lansalane qui s'appelait le Frantour. L'hôtel, plutôt que de répondre aux obligations de la convention collective, l'employeur a fermé l'hôtel au bout d'un moment parce il vivotait, enfin il fallait refaire les travaux, donc il a cru fermer l'hôtel, faire un dépôt de bilan et puis qui s'en sortirait comme ça, en foutant dehors la moitié du personnel, etc. Nous avons fait face à cette situation-là. Le tribunal, contrairement à ce qu'il croyait, a liquidé l'hôtel au lieu de faire un plan de redressement, a fait appel à un repreneur. Le repreneur est venu, c'était une chaîne internationale, dit ok, nous on reprend l'hôtel, on rachète et on va le rénover. Et il pensait qu'au bout de 3 ans, ils embaucheraient que des nouvelles personnes sans ancienneté, etc. et tout ça. Vous savez que avant que les travaux soient terminés, le syndicat que je dirigeais est intervenu plusieurs fois, a occupé les lieux, est allé voir avec nos avocats, le dossier, le tribunal, les employeurs, les nouveaux repreneurs et tout ça, et qu'à l'ouverture, il a été contraint de reprendre tout le personnel qui était encore disponible, 3 ans après. Donc je dis à ce personnel, n'ayez pas peur, encore une fois, n'ayez pas peur. Restez là, battez-vous avec vos avocats. Nous nous battons avec vous pour essayer de faire que vous ayez les 1,2 million. Mais si vous n'y arrivez pas, vous devrez occuper le terrain et mener la bataille jusqu'à ce que les travaux soient terminés pour que vous soyez tous réembauchés, ceux qui ne sont pas à la retraite ou ceux qui ne sont pas licenciés. Si l'hôtel est reconstruit, parce qu'il semblerait que ce soit le même propriétaire qui a racheté le Méridien, et le Méridien n'a jamais été reconstruit. Ça, c'est pas les mêmes dossiers. C'est pas les mêmes dossiers, donc... mais il y a pas mal d'hôtels. L'hôtel du Carbet aussi, il y a plein d'hôtels comme ça. Bien sûr, absolument. Mais oui. Absolument. Tu veux dire quelque chose, Karine, sur ça? Je pense que Christian a tout dit et que c'est à nous de nous montrer solidaires et puis de cotiser sur le lien Litchi des employés de l'hôtel pour les aider à racheter l'hôtel. Bien. Merci à tous les 4 pour avoir une fois de plus donné des explications à nos amis martiniquais, guadeloupéens, guyanais, ceux qui sont de l'autre côté, l'autre bord en mer, qui nous écoutent et qui nous regardent. Merci à tous les 4. Passez un bon week-end. Merci à tous. Merci. Et à bientôt sur la télévision. Merci Karine. Merci à tous.